Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle émission de la causerie avec Enzo, Salut à tous, bonjour. Pablo Pérez, Bonjour à tous. Thomas, Bonjour. Alexian Salut à tous. et Nabil. Salut tout le monde. Donc la première émission, elle sera surtout axée sur le format de Ligue des Champions, sur le Final 8. Et donc du coup, on va faire une chronique chacun sur les différents championnats, sur les différentes équipes de différents championnats. Et on va commencer par Pablo qui nous parlera du foot espagnol en Ligue des Champions cette année. Alors bonjour à tous. Voilà, je voulais vous parler un peu aujourd'hui du déclin espagnol, de comment se sont comportées les équipes espagnoles tant en Champions League qu'en Europa League dans la saison complète, mais surtout sur ces quarts de finale. Alors d'abord, je voulais commencer par l'Atlético, face au RB Leipzig de cette année. Moi, je trouve qu'il y a eu une erreur dans ce match de Simeone, c'est d'avoir voulu trop jouer sécure, de ne pas avoir noté l'intérêt qu'il y avait dans cette rencontre et notamment le pressing que pouvait apporter Leipzig et surtout de ne pas avoir pu répondre à cette pression. L'Atlético, on la connaissait depuis longtemps, ça a souvent été un bloc bas, etc. Mais il y avait une volonté de presser les défenseurs et le gardien adverse pour récupérer le plus facilement la balle. Là, on a vu dès le début que ça n'a pas été le cas. Il n'y a qu'à voir le match que Upamecano nous sort en défense centrale. C'était une grande partie de Upamecano, notamment parce qu'il était très facile pour lui de dépasser sa fonction en quelque sorte, parce que Llorente et Costa n'apportaient pas cette pression qui faisait tant de mal aux adversaires de l'Atlético il y a longtemps. Mais ce résultat, il n'est pas tant surprenant que ça. Alors, malgré que ça soit l'Atlético, que ça soit un grand d'Europe qui est souvent qualifié dans le dernier quart, là, c'est pas si surprenant que ça. Pourquoi ? Parce que l'Atlético, cette année, elle finit 3e, mais à la ramasse. C'est-à-dire très, très, très loin des deux cadors du Barça et du Real, évidemment. Mais ça a été très longtemps compliqué, jusqu'au confinement, jusqu'à l'arrêt des différents championnats. L'Atlético, on a vu qu'elle galérait souvent en championnat. Il me semble qu'avant le confinement, elle est 6e, derrière la Real, derrière Séville, et je crois derrière Getafe, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et on a vu, on a vu une Atlético qui est vraiment... C'était une constante. Il y avait très souvent des nuls à la mi-temps, il y avait beaucoup de victoires très étriquées, ça c'est pas une surprise aussi, on avait souvent l'habitude d'être l'Atlético, oui. Mais dans le jeu on retrouvait pas les marqueurs qu'il y avait les années précédentes. Et ça, ce problème de l'Atlético, il a été aussi un peu plus global dans la Liga cette année, qui a été plus faible que les autres années malgré des petites équipes, plus petites équipes comme Grenade, comme Séville, la Real Sociedad ou Villarreal, qui eux proposaient du jeu de plus en plus, notamment Séville depuis la reprise, qui a été très intéressant, et la Real Sociedad avant le confinement, sur la première partie de saison. Très très intéressante à avoir joué. Et même l'année passée, j'ai envie de dire, on a vu déjà des traces d'un affaiblissement, d'un appauvrissement du jeu dans cette ligue espagnole. Ça a été le cas pour le Barça, pour l'Atlético et pour le Real. Pour le Barça, justement. Venons-en au fameux 8-2, à la catastrophe annoncée depuis longtemps. Cette catastrophe. Alors, comment on peut l'expliquer ? Déjà, on peut l'expliquer par une direction, par un dirigeant plus particulièrement, mais surtout, il ne faut pas oublier Abidal également. Une direction collective qui va droit dans le mur, à part sur le plan économique. Sur le plan économique, on a souvent vanté les mérites de Bartomeu en interne, pour montrer que c'était un bon gestionnaire, etc. Et malgré ça, on trouve quand même des dépenses aux alentours des 120 millions sur un joueur comme Philippe Coutinho, qui n'a rien apporté au Barça. On trouve
un achat de Paulinho qui tournait autour des 50 millions. On voit ce que Paulinho a apporté au Barça. Et il y a le salaire évidemment de Vidal qui n'apporte pas non plus au Barça. On a un recrutement de Griezmann qui, même si je pense qu'il faut lui laisser du temps pour s'imposer complètement dans cet Atlético et reprendre confiance surtout parce qu'il a l'air d'être dans un moral déprimé. Ça a l'air vraiment pas être facile d'être Griezmann. Mais malgré ça, sportivement, on n'a jamais retrouvé l'identité du Barça. Et ça, on l'a vu depuis bien 3 ans, depuis l'arrivée de Valverde et plus particulièrement depuis la remontada de la Roma. Ouais. On sent un Barça qui vraiment dans le jeu est très 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 faible, qui ne maîtrise jamais complètement son sujet. Avant, on avait l'habitude avec Pep, où ça pouvait être le cas aussi sur des matchs avec Luis Enrique, voilà. On sentait un Barça qui dominait son adversaire et qui, même si évidemment il y avait des matchs nuls, évidemment il y avait des défaites, c'est normal, mais il le gardait là où il voulait, l'amener là où il voulait. Et là, depuis 3 saisons, on sent que le Barça s'adapte au rythme de ses adversaires ou s'adapte au jeu de ses adversaires et n'impose pas collectivement sa patte. Alors évidemment, il y a un joueur qui surnage, c'est normal, c'est le plus grand joueur de l'histoire, donc évidemment il surnage. Mais malgré ça, il faut qu'on l'accompagne. On a vu, il y a eu des très bons recrutements, faut le noter également. L'arrivée de Ter Stegen a été un très grand plus. L'arrivée de l'Anglais pour remplacer un Umtiti qui était blessé qui était d'abord comme remplaçant, puis qui finalement s'est mis en tant que titulaire à la place de Umtiti, a montré qu'il était au moins aussi bon que Umtiti. L'arrivée de De Jong, elle va porter ses fruits dans le court terme et dans le moyen terme, j'en suis convaincu. Mais malgré ça, comme je l'ai dit, à côté, on a des joueurs qui ne méritent pas d'être dans un club comme le Barça. Quand on voit que Nelson Semedo, en quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, est titulaire côté droit dans un club qui avait Dani Alves pendant des dizaines d'années, c'est pas possible. C'est inimaginable d'avoir Nelson Semedo comme titulaire sur le côté droit. Et son remplaçant. Mais tu fais bien de. Et son remplaçant. Tu fais bien de parler d'Alves parce que. Ouais. Oui, vas-y. Ouais, non, je voulais juste dire, tu fais bien de parler d'Alves parce que je pense qu'en fait, concrètement, ils ont perdu, comme tu disais, des gros joueurs à plusieurs postes. Il y a Alves, Xavi, Iniesta, Pouillet en défense, mais un peu plus ancien, Mascherano, Neymar. Et on se rend compte qu'ils ont fait plein d'essais à ces postes-là. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne d'expérience il n'y a pas de gros joueurs qui sont arrivés. Là, ils misent un peu sur la jeunesse. Mais voilà, je pense que ça aussi, ça a été un gros coup pour eux. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé. C'est ça, moi je pense que le départ de Alves puis de Neymar a fait du mal. Oui, ils n'ont jamais été vraiment remplacés en fait. Il ne s'est rien passé en termes de sur le terrain. C'est ça. Il n'y a pas eu d'étoile. Depuis le fait de changer d'entraîneur. Finalement Messi, quasiment toutes les saisons. Et ouais. Puis on n'a jamais retrouvé, tu l'as très bien dit tout à l'heure, on n'a jamais retrouvé un Barça qui imposait son rythme à l'adversaire. Je crois que tu as touché un point sensible, c'est que là, on a des adversaires qui, je crois, même en Liga, jouaient de façon complètement décomplexée contre le Barça. Ils arrivaient, ils jouaient comme si en face c'était une équipe qui était prenable. Et tranquillement, ils posaient leur jeu. Et puis quelquefois, le Barça venait perdre des matchs quasiment en jouant pas, quoi, parce que finalement, l'autre équipe a pris la mesure de ce petit Barça depuis 4 saisons. Face à Osasuna, par exemple, pour les dernières journées. Puis tu as l'identité aussi qui a changé, parce que le fait de changer d'entraîneur. Ouais, je disais juste, tu as l'identité qui change aussi, parce que le fait de changer d'entraîneur et puis des joueurs, tu as de moins en moins de joueurs formés au club, sachant que eux, ça a toujours été leur force, de prendre des mecs qui sont là depuis la Masia et qui connaissent le jeu de A à Z. Là, tu repars avec un nouvel entraîneur, avec des joueurs qui viennent d'ailleurs, c'est plus pareil, quoi. C'est ça. Et si tu voulais, du coup, Pablo, si tu voulais pointer un peu les responsables, ce serait qui pour toi ? C'est les entraîneurs, c'est quoi ? C'est les dirigeants, les joueurs qui sont pas au niveau, un peu la combinaison de tout ça ? Je pense que c'est surtout une combinaison de plusieurs facteurs. C'est les entraîneurs, je vais pas mettre la faute sur Quique Setién, malgré qu'il n'ait pas essayé, qu'il
qui n'ait pas essayé d'imposer sa marque comme il l'avait fait au Betis, ça aurait pu C'est surtout apporter ça, au c'est que Barça. Sétienne arrive avec une philosophie très ancrée et finalement, il Et nous il a rien n'essaye pas de montré, quoi. l'appliquer. C'est ça, il Ça, n'essaye pas de vraiment rien l'appliquer. montré, celui-là. Il fait comme Valverde, qui lui aussi avait fait ça quand il arrive de Bilbao, malgré que ça soit pas un jeu exceptionnel. Ça tentait quand même d'avoir le Valverde à ballon, Bilbao, ça c'était déjà pressait. bien mieux que Valverde au Barça, hein. Bah ouais, c'était hyper sympa à avoir joué. Et quand il arrive, on se dit, bon, bah, Luis Enrique est parti, ok, ça arrive. Mais derrière, on prend quelqu'un pour le remplacer qui va imposer lui aussi quelque chose de sympa à voir. Donc je pense que c'est d'une part de la faute des entraîneurs, même si, bon, voilà, Ouais. leurs torts sont Après, les réduits, entraîneurs, je ils n'arrivent trouve, pas mais tout seuls. surtout, c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est d'une direction qui est plus globale et qui va dans le mur parce que c'est pas possible de ne penser dans le sport que à l'économique et c'est pas possible de vouloir penser que comment dire, un merchandising, marketing, pardon, qui essaye de chercher Paulinho, c'est pour ramener un peu du marché chinois. C'est Vidal, Griezmann, c'est pas des joueurs qui, sur le court terme, sur le très court terme, c'est pas quelque chose qui va t'apporter directement. Griezmann va falloir du temps pour qu'il s'adapte à ce Barça. Ouais. Donc je pense que C'est vrai que ces transferts-là, ça ressemble pas au Barça, quoi. c'est ça. On se dit le Barça, c'est quelqu'un qui va bien gérer ses argents et ses transferts et ses joueurs et qui va investir sur des profils complémentaires, comme ça avait pu être le cas sous Pep, comme ça avait pu être le cas sous Luis Enrique. Donc je pense que c'est surtout une faute qui est plus globale, qui est une direction. Alors j'ai vu passer, j'imagine que tout le monde a vu passer que il me semble que c'est la Cadena Ser qui disait que Bartomeu pourrait démissionner dans la semaine. Je ne sais pas s'il va le faire, je pense qu'il ne va pas le faire, mais c'est vrai qu'une démission de Surtout que c'est jusqu'aux Bartomeu élections. et une élection, ce serait quelque chose qui puisse marquer un renouveau dans ce Barça qui est primordial. Est-ce que les élections, elles peuvent être avancées, Pablo, ou pas? Alors, moi, je pense que non, mais il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas spécialisé du Barça, mais il me semble que dans le règlement intérieur, tu as un moyen de les Tu as faire le droit, oui. de plusieurs années ou de plusieurs mois. Donc, Non, normalement, exactement. Tu as une clause en fait, qui dit que tu peux avancer des élections en cas de force majeure ou de cas exceptionnel. Malheureusement, ils pensent qu'ils ne vont pas le faire à cause du coronavirus, en fait, vu qu'ils ne savent pas ce qui va en être. Et normalement, l'élection ne devrait pas être avancée. Okay. D'accord. Et Bah, qu'en est-il de la rumeur Koeman, là, juste, c'est tombé là, il y a quelques heures, là, Koeman. Alors, Koeman, c'est plausible, ça? Koeman, moi, je pense que c'est plausible parce que Bartomeu aime bien aller chercher ces têtes d'entraîneurs qui ont proposé du jeu et qui vont dire bon, allez, les fans hardcore du Barça, ils vont bien aimer, ça va leur rappeler Pep, ils vont être contents, tout ça. Sauf que si Koeman arrive, et moi j'aime beaucoup ce qu'il fait avec les Pays-Bas, je trouve que c'est une équipe qui est très intéressante à avoir joué et qui est un très bon joueur sur le terrain. Koeman, je trouve que c'est très intéressant parce que justement ça peut apporter cette pression haute et c'est nous qui dirigeons le terrain, c'est pas l'équipe adverse, ça va pas être Osasuna, ça va pas être le Celta Vigo, ça va pas être le Bayern non plus, c'est nous qui choisissons et on va dominer comme on a envie de dominer. Sauf que si Koeman d'ailleurs je dis, non, Koeman, si Koeman arrive et met sa patte comme Valverde ou Sétienne a mis sa patte, ça va pas servir à grand chose. Clairement, il va falloir revoir le profil. Donc, soit le choix de Koeman est fait en disant bon bah dans ce cas ok, on lui donne les pleins pouvoirs, il fait ce qu'il veut de l'équipe, mais il l'a fait bien jouer et il l'a fait jouer avec l'ADN Barça. Dans ce cas-là, c'est un très bon choix Koeman. Je pense que c'est un des meilleurs entraîneurs qui sont disponibles sur le marché. Après, je voyais Pochettino. Moi j'aime beaucoup Pochettino à Tottenham, ce qu'il a fait, je trouve ça très intéressant également. Et notamment en termes en plein dans le match. Vous voyez qu'il avait souvent de la micro-tactique, comme on appelle, ou des remplacements, qui étaient très intéressants et qui faisaient basculer le cours du match. Je pense que Pochettino peut être très intéressant aussi au Barça. Donc voilà, après sur le marché, il n'y a pas non plus grand monde de disponible. Donc je pense que ça se jouera entre ces deux-là s'il n'y a pas d'élection. Après, tu disais que Koeman, c'est le plus intéressant sur le marché. Koeman, il n'est pas sur le marché, il est entraîneur des Pays-Bas. Moi, je trouve que ce serait super dommage que un an de l'Euro, projet là-bas. Oui. Ouais, non, honnêtement, moi je comprends que ça peut être hyper alléchant pour les supporters du Barça,
que ça peut convenir avec le projet, mais laisser tomber à l'eau ce qu'il est en train de construire depuis 2 ans avec les Pays-Bas, honnêtement, je ne comprendrais pas, même pas son choix personnel, quoi. Alors après, il y a toujours À ne pas reproduire l'erreur de Lopetegui et de l'Espagne, quoi, comme en 2018. Voilà. Ah, complètement. Tu peux toujours manager une équipe nationale et quand même avoir toujours la possibilité d'être en club. Mais par contre, c'est vrai que ce serait dommage complètement, je suis d'accord, de laisser tomber les Pays-Bas. Je pense que s'il vient, c'est qu'il a l'assurance de pouvoir venir au Barcelone et en même temps de coacher les Pays-Bas. Sinon, évidemment, logiquement, ça veut rien dire. Tu pars En plus, pas en un an. En un an, il il y aura un euro. Toute l'équipe est basée sur toi. Tellement prometteur en plus. Bah oui, surtout. Il construit un projet de jeu depuis quelques années. Je trouve ça dommage de le lâcher maintenant à un an Ce serait criminel pour le foot de faire ça. Après, il y en a qui réfléchissent. Avec le Barça, c'est toujours possible. C'est ça. Puis il y a des gens qui réfléchissent différemment, je pense. Lui, il peut se dire peut-être que c'est une opportunité qu'il a maintenant et qu'il n'aura peut-être pas une deuxième fois. Il y a plein de paramètres, je pense, qui rentrent dans leur tête. Après l'élection, est-ce que Koeman serait appelé? Je ne pense pas. Oui, voilà, j'ai l'impression honnêtement que celui qui va venir, il va venir pour un an, quoi. J'ai l'impression, il va venir jusqu'aux élections, jusqu'à potentiellement il y ait peut-être Xavi Puyol si ça se fait avec Victor Font. Et j'ai l'impression que celui qui va venir, ça va être pour un an, quoi. Faut arrêter le Barça, faut arrêter l'agence d'intérim, quoi. C'est bon. C'est le Barça. C'est le Barça sur le long terme. L'année dernière, on parlait beaucoup de Ten Hag de l'Ajax. Voilà, s'il y a quelqu'un qui vient comme ça, c'est pas pour de l'intérim, je pense. C'est quelque chose qui bâtit sur le long terme. Et après, même, ça m'étonnerait pas que si Victor Font est élu ou quoi, il puisse faire appel à Koeman aussi. Mais par contre, j'imagine que c'est Xavi quand même qui est dans sa tête, qui lui parle tous les soirs. Mais oui, je pense qu'un profil à la Koeman ou à Ten Hag, ça lui pose aucun problème à Victor Font. C'est purement dans l'ADN du Barça. Mais oui, il faut clairement, tu l'as bien dit, il faut arrêter l'agence d'intérim. Quitte à prendre un intérimaire, pourquoi ne pas faire venir Pimienta, qui est actuellement l'entraîneur de l'AB? On connaît aussi sa philosophie, on sait ce qu'il fait avec l'AB. Est-ce que, quitte à prendre un intérimaire, autant prendre un mec du club qui a déjà ses bases ici, plutôt que faire venir Ten Hag tu viens faire un gros nom comme Pochettino ou Koeman. C'est évident que si tu le ressors dans un an, ça n'aura servi absolument à rien. Je suis d'accord, autant pour Pimienta, il connaît les jeunes, il connaît Puig, qui notamment a beaucoup apporté en fin de saison. C'est lui qui est avec Messi qui a produit le peu de jeux que produisait le Barça. Bien sûr. Je pense qu'un des mecs comme Puig, comme Fati, qui les connaît, c'est clairement beaucoup plus intéressant à Pimienta. Mais je pense que le Barça ne peut pas se permettre quoi. Ils peuvent pas se permettre de réfléchir comme ça en se disant on essaye de stabiliser pendant un an ou quelque chose comme ça, parce que si justement il y a des élections dans un an, vaut mieux réagir rapidement et que ça fonctionne au plus vite. Et puis après ce qui vient de se passer là, l'humiliation qu'ils ont subie, repartir sur une année pas noire, mais une année sans trophée ou pas au top. Je pense que là. C'est pour ça que les noms de Koeman et Pochettino ne me surprennent pas dans l'idée où je pense que Bartomeu fait ça pour s'assurer un certain soutien de mais regardez, on a quand même fait venir deux grands noms, enfin un grand nom parmi ces deux-là. C'est quelqu'un de marqué footballistiquement avec une certaine ADN, une certaine philosophie. Regardez ce qu'on a fait venir, votez pour nous. Après, c'est vrai, tu as raison. Et puis, bon, quitte à se prendre une claque comme ils l'ont pris contre le Bayern, autant que ça serve à quelque chose, quoi. Ouais, voilà. Autant repartir sur un nouveau cycle. En parlant de nouveau cycle, du coup, je voulais faire un petit mot aussi sur quelle transition. Je voulais parler également du FC Séville, qui a joué hier face à United et qui a brillamment battu United. C'est une équipe dont cette année, on voyait les recrutements un peu différents. On voyait En-Nesyri qui arrive, on voit Luc de Jong au mercato estival, pardon. Il y a Dabour aussi qui vient et qui finalement finit en prêt à Berlin, il me semble.
On a des Diego Carlos, on a des Koundé, on a Reguilón qui vient en prêt, on a Johan Jordan qui nous vient de l'Eibar. Et Est-ce qu'on peut parler de Banega aussi? Voilà, on a Banega, on a Lucas Ocampos et on a Suso aussi qui vient, j'ai oublié de mentionner. Mais voilà, on a surtout une équipe qui, on l'a vu hier dans le match, qui est très belle à voir jouer. On a une vraie complémentarité entre les joueurs. Le milieu, Fernando, Banega, Jordan. Et quand Banega est pas là, parce que Banega est souvent pas là, parce qu'il a des petites blessures, il sort un peu trop, il a un petit carton rouge, ce genre de choses. On prend Oliver Torres, qui est le futur du milieu de Séville, qui est très intéressant aussi à avoir joué. Et on a ces 3 profils-là, ces 4 profils avec Oliver, qui sont très complémentaires chacun. Et on voit souvent, par exemple, un Fernando qui va reculer un peu plus pour laisser Koundé à la relance. Ça peut arriver souvent. On a Banega et Jordan qui changent souvent de côté pour voir, par exemple, là, je me sens mieux avec Ocampos ou je me sens mieux face à tel adversaire direct. Donc, je vais aller plutôt de ce côté pour mieux orienter le jeu. On voit souvent ça. Ça a été le cas hier avec Suso et Ocampos qui changent souvent d'aile. Ocampos, on le voit à Marseille, on a vu, il était souvent très axé à gauche, très orienté à gauche, pardon. Moi, à Marseille, j'avais un problème, c'est que je trouvais qu'il centrait mieux quand il était côté droit. Bon, il ne fait pas que centrer dans sa vie, mais il était mieux quand il jouait à droite, je trouvais, à l'OM, dans les peu de fois où il a joué à droite. Et cette année, en début de saison, on a vu qu'il passait souvent à droite, et ça a apporté beaucoup, beaucoup à Séville. Et on voit la saison monstre qu'il fait cette saison. Et c'est un bonheur de voir et cette reconversion, ce renouveau de Ocampos, et de voir des gens comme Koundé, comme Banega, comme Jesus Navas qui retrouve une seconde jeunesse qui est magnifique à voir. Incroyable Jesus Navas. Jesus Navas et Banega, c'est magnifique à avoir joué. Vraiment, ceux qui n'ont pas la chance de voir Séville tous les week-ends, regardez-les. C'est vraiment très sympa à avoir joué. Jordan, qui est un très bon tireur de coups francs, mais qui délivre des caviars magnifiques, qui se bat sur tous les ballons. Et ça fait plaisir aussi pour Lopetegui, qui arrive dans un renouveau de cycle de Séville. Et Lopetegui, qui a été viré du Real comme un malpropre et qui a été viré de la sélection surtout comme un malpropre. Et donc, ça fait plaisir, moi, je trouve, de voir Lopetegui et cette équipe du FC Séville réussir complètement. Oui, et puis belle offrande quand même du Milan. Suso, à ce prix-là, honnêtement, c'était cadeau. Un cadeau. Grand talent de la Serie A. Je crois que c'était celui qui surnageait à Milan sur ces 3 dernières saisons très compliquées. Rossoneri, c'était le seul qui touchait la balle. Et le voir partir de la Serie A, déjà, c'était extrêmement décevant, mais c'est un plaisir de le revoir jouer dans cette belle équipe de Séville, en tout cas. Ouais, je suis bien d'accord. Du coup, Pablo, merci pour ton retour pour les équipes espagnoles en Ligue des Champions. Parce qu'on a pu voir que en Ligue des Champions, Atlético et le Barça, c'est compliqué. C'est un peu sur le déclin. Hein. Mais par contre, Séville en finale, par contre, ça fait plaisir. Il y a du jeu. Donc Thomas, tu veux passer au foot italien ? Ouais, allez, un peu de foot italien. Alors, on avait 7 équipes italiennes engagées en Ligue des Champions et en Ligue Europa cette saison. On en retrouve une dans le dernier carré des 2 compètes, donc l'Inter, un ratio qui est pas catastrophique, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Cette saison, on reparlera un peu de la grande épopée de la saison, c'est celle de l'Atalanta. Hein. On va revenir dessus. Mais d'abord, au niveau des équipes qui étaient attendues, on avait évidemment la Juve. On va pouvoir parler un peu de ce match contre Lyon. Cette élimination, donc une élimination qui s'est jouée à combien, avec 2 mois, 3 mois après, un peu plus même le match retour. Donc c'est assez inédit comme situation. On a une Juve qui s'est sabordée au match aller, qui a été la risée de la presse italienne, la Gazzetta dello Sport qui avait mis 3,5 de moyenne à la Juve sur un match, c'était du jamais vu. On va pas revenir sur ce match aller qui date, mais enfin, je crois qu'au retour, les pronostics étaient clairs avec un Lyon qui avait pas repris la Ligue 1, une Juve qui avait eu le temps de se chauffer un peu,
Finalement, en fait, ça n'a pas du tout tourné pour la Juve. Ça n'a pas tourné pour beaucoup de raisons. D'abord parce que la Juve est venue en tongue, en Serie A déjà, puisqu'elle finit avec 1 point d'avance sur l'Inter, alors qu'avant le confinement, je crois que la Juve avait 8 ou 9 points d'avance, il me semble. Donc finir avec 1 point d'avance sur l'Inter, je crois que la Juve déjà a manqué de respect à ses supporters, a manqué de respect au football, a manqué de respect à peu près à tout, en perdant des matchs, en ne jouant pas. Simplement, si on veut être champion, je crois qu'il faut d'abord jouer au foot avant de gagner. La Juve n'a pas voulu jouer après le retour du confinement. Donc c'est très compliqué d'aborder aussi un match de Ligue des Champions contre une équipe lyonnaise qui croyait en sa qualification, parce que ça, ils y croyaient, les Lyonnais, et c'est pour ça qu'ils sont encore là d'ailleurs, parce qu'ils y croient. La Juve, ils s'imaginaient déjà effectivement vainqueur, donc c'est difficile quand on joue un match comme ça, qu'on ne joue pas en championnat. En fait, on n'a pas les armes derrière pour faire un match de Ligue des Champions. Et que ce soit contre Lyon ou contre une équipe qui est censée être, disons, plus favorite, il faut jouer un match de Ligue des Champions. La Juve n'a pas joué un match de Ligue des Champions, ni à l'aller ni au retour, et c'est totalement logique qu'elle se fasse sortir. Donc la Juve qui sort par la petite porte, bien sûr, mais bon, peut-être une victoire qui passe un peu moins amèrement depuis la qualif de Lyon contre City, puisque finalement Lyon retrouve un statut en Italie après ce match-là. C'était assez intéressant de voir ça dans la presse. Mais enfin, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, pour les dirigeants, puisque Sarri s'est fait licencier, vous le savez, le lendemain. Le lendemain, Sarri était dehors, donc je crois que ça a été une libération pour les supporters de la Juve. Alors effectivement, on pourra parler en détail quand même de cette saison des Turinois, mais je crois que c'est un peu facile de tout mettre sur Sarri. Je crois qu'on l'a vu dès le départ que ça ne fonctionnait pas. Malheureusement, la mayonnaise avec Sarri, ça n'a jamais pris. Mais ce serait, je crois, assez hypocrite de tout mettre sur Sarri. Je crois que la Juve et le Barça, d'ailleurs, ont un peu une trajectoire presque similaire. On vire Sétienne, on vire Sarri, ok, mais ne pas penser que licencier l'entraîneur va résoudre les problèmes de ces équipes-là. Parce que si là, il n'y a pas une refonte de l'effectif à la Juve, si les Danilo, Rugani, Khedira, Matuidi, Higuain ne partent pas, il va y avoir des difficultés qui vont rester à la Juve. Donc, D'ailleurs, l'ambition majeure de Pirlo, non? Voilà, c'est ça. C'est un ticket qui a été fait par Pirlo avec des joueurs qui ont été carrément mis sur la liste des transferts. Donc, l'arrivée de Pirlo, déjà, avant toute chose, l'arrivée de Pirlo qui n'était attendue par personne, ça c'est sorti du chapeau par Agnelli à 100%. C'est lui qui a pris la décision tout seul. Je crois il en avait eu marre qu'on prenne ses décisions à sa place parce que début de la saison dernière, il a été un peu forcé par Paratici et Nedved de partir avec Sarri. Là, clairement, il s'est enfermé dans son bureau, je crois. Il a écouté personne et il a dit à Pirlo de venir. C'est aussi, on parlait au Barça, il y a un style Barça. C'était pas dans le style du Barça, on l'a dit tout à l'heure, de prendre des Griezmann, des Paulinho. Mais c'était pas non plus dans le style de la Juve d'aller chercher un Sarri. Et je crois que la Juve veut faire une sorte de retour aux sources, quoi. On veut reprendre un Made in Turin, Made in Juve. Pirlo, ça fait plaisir aux supporters, mais ça fait plaisir pas qu'aux supporters. Je crois que tous les passionnés de foot ont envie de voir cette Juve avec Pirlo, parce que ça donne quand même vachement envie, quoi. On a envie de savoir ce qu'il va faire. Puis aussi ce petit suspense de se dire, on ne sait même pas comment il va faire, parce qu'il n'y a aucune expérience de Pirlo avant. Donc, au niveau des transferts, voilà, on avait vu une liste: Danilo, Rugani, Khedira, Matuidi, Pjanic qui est déjà parti depuis 8 mois. Lui, je crois qu'il a déjà fait sa valise, il n'est jamais vraiment revenu. Et puis Higuain. Donc déjà une petite liste qui est assez longue, quand même, parce qu'on parle de joueurs qui étaient quasiment titulaires cette saison. Et puis t'as Matuidi qui est parti, pour info. T'as Matuidi qui est parti aux États-Unis. Ouais. Ça s'est fait, Matuidi, ça s'est fait exactement. Ah, après, sur des joueurs, c'est pas des joueurs sur lesquels la Juve va pouvoir récupérer beaucoup d'argent, parce qu'on parle de joueurs assez vieux. Donc ça va être aussi compliqué pour la Juve d'investir, parce qu'il y a des sacrés problèmes financiers à la Juve, et c'est aussi pour ça qu'Agnelli a fait le choix de Pirlo, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de prendre un Pochettino ou un autre entraîneur assez onéreux à la Juve. Donc voilà, à suivre, ce mercato de la Juve qui va être décisif pour la saison prochaine. Voilà, ensuite, pour être un peu complet, on va quand même parler de cette épopée de l'Atalanta. Je crois que tout le monde a vu d'un bon œil, effectivement, c'était cette surprise, cet amour qui est né de cette équipe de l'Atalanta. Je crois que la Gazzetta dello Sport avait bien titré sa une au lendemain de la défaite contre Paris: Cosino, pas comme ça.
cette élimination qui a fait mal, hein, parce qu'il l'avait jusqu'à la 90e, hein, on va pas refaire le match, mais jusqu'à la 90e, c'était dans la poche quasiment, et c'était même trop dans la poche, hein, cette équipe qui a manqué sûrement d'expérience sur la fin de match. Mais ce qui est intéressant, simplement, on va, juste pour insister sur ça, il faut savoir que l'Atalanta, en Italie, c'est pas un club qui était beaucoup apprécié globalement, parce que la ville de Bergame est la victime souvent de stéréotypes, un peu comme on peut trouver une équipe de campagne, etc. Et c'est pas une équipe, si vous voulez, qui lève les foules en général. Et ce qui s'est passé notamment avec le Covid qui a fait beaucoup de mal à cette ville, on a une sorte d'élan national qui s'est levé un peu avec cette équipe, en même temps que ses joueurs et son entraîneur nous ont régalé cette saison. Et on avait une équipe qui était assez critiquée, qui n'avait toujours pas gagné l'affection de l'Italie, qui là, avec son match contre le Paris Saint-Germain, a gagné vraiment les cœurs. Et je crois que c'est un grand bonheur pour toute l'Italie d'avoir un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté dans ces équipes qui dominent. Et on peut parler de Gasperini autant qu'on veut, mais cet entraîneur-là, il a quand même amené quelque chose d'hyper intéressant. Et je crois qu'il a marqué de son empreinte cette équipe de l'Atalanta, évidemment, mais plus globalement le foot italien, parce que je pense que cette équipe-là, elle est, je crois, vouée à rester dans le top 5, top 6 au moins du championnat pour de longues années. Donc après, effectivement, la Gazzetta dello Sport l'a eu un peu mal. L'élimination de l'Atalanta s'est pas trop bien passée, puisqu'on a eu des critiques un peu acides contre le PSG, notamment avec un tweet, je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, ce tweet où il y avait Baila como el Chupo qui était sur Twitter et tout, qui n'avait pas trop été apprécié en Italie, plus les propos de Raymond Domenech contre l'Italie. C'est vrai que la Gazzetta, le lendemain, avait montré la honte française. Un dîner à Versailles avec des couverts en argent, mais vous avez le droit de roter. C'est ce qu'avait dit l'éditorialiste de la Gazzetta le lendemain. Donc bon, voilà, ils l'ont un peu mauvaise en Italie. Mais bon, après, c'est aussi le foot. Il a manqué, je crois, un peu d'expérience à cette équipe de l'Atalanta. Et personnellement, je dirais, cette équipe de l'Atalanta a déjoué en deuxième mi-temps parce qu'elle n'a pas joué son football. Elle a pas du tout. Elle a cru en la qualification. Elle a cru en une qualification turinoise. Elle s'est mise à défendre. C'est pas une équipe qui défend, ça on le sait. Et c'est dommage d'avoir déjoué de la sorte parce que sûrement, en continuant à jouer comme ils l'ont fait cette saison et comme ils l'ont fait en première mi-temps, bon, avec Dessy, on refait le monde, mais je ne crois pas qu'il y aurait eu ce dénouement magique pour le PSG parce que honnêtement, l'Atalanta était au-dessus du Paris Saint-Germain pendant 80-85 minutes. Donc, il y a beaucoup de regrets à avoir pour l'Atalanta. Voilà pour la Ligue des Champions. Et puis, juste un petit mot quand même pour être complet en Europa League. L'Europa League qui a vu la Roma et l'Inter être finalement les deux équipes à soutenir. Et le Torino et la Lazio qui avaient été éliminés de façon assez pitoyable en phase de groupe. Ne parlons surtout pas de la Lazio qui a balancé la compétition. Moi, ça me fait un peu toujours rire, les équipes qui veulent absolument accrocher les places européennes pour un championnat, et puis quand elles y sont, elles envoient l'équipe C et ne jouent pas les matchs. Donc ça, c'est assez désolant, je trouve. Mais en tout cas, on a eu une équipe de l'Inter qui s'est vengée un peu de son élimination dans le groupe de Dortmund et du Barça, puisqu'elle a trouvé un second souffle en Europa League avec un solide match contre Retafe. Ils ont confirmé contre le Bayer Leverkusen. Ce soir, contre le Shakhtar, ils sont favoris, mais je crois qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on va assister à un joli match de foot avec une compo d'Antonio Conte qui, je crois, ne dérogera pas de son match contre le Bayer Leverkusen, avec la doublette Lautaro, Lukaku, Gagliardini, Brozovic, Barella, D'Ambrosio, Young, Bastoni, De Vrij, Godin et Andanovic au goal. Voilà, on a hâte évidemment de voir si un représentant italien pourra être en finale d'une des deux coupes européennes. Parfait Thomas, merci pour ton retour sur le foot italien. Maintenant Alexandre, tu peux nous parler du foot anglais ? Allez, pas de souci. Alors moi, ça peut peut-être être un tout petit peu plus court que les autres parce que il y a beaucoup moins de clubs déjà. Alors par rapport à l'année dernière, ce qui est assez étonnant, c'est que l'année dernière, l'Angleterre a quand même marché sur l'Europe, quoi, clairement. Avec l'année dernière, il y avait 2 équipes en finale, Chelsea contre Arsenal en Europa League, Tottenham-Liverpool en finale de la Ligue des Champions. Il y avait 4 équipes en quart, 4 équipes l'année dernière. Cette année, il n'y en a plus qu'une. Et pour s'intéresser à City, ce qui est assez étonnant cette année, moi, ce que qui m'a surpris, c'est leur composition d'équipe, quoi. En fait, c'est ça qui... Dès que j'ai vu la compo d'équipe avant le match, ça m'a rappelé Laurent Blanc qui avait joué contre City avec Paris, et qui avait sorti une défense, un 3-5-2 qui n'a jamais été travaillé ou presque, quoi.
qui sort un peu de nulle part. Et alors Guardiola, c'est un génie tactique, hein, ça, il n'y a aucun problème. Grand respect pour Guardiola, pour tout ce qu'il a fait dans le club qu'il est passé. Mais est-ce qu'il n'aurait pas surestimé Lyon, peut-être eu peur du 3-5-2 que Lyon a fait contre la Juve, je ne sais pas. Et j'ai eu vraiment du mal à comprendre cette composition d'équipe. Après, ce qui m'a choqué aussi, c'est qu'il a fait que 2 changements. Alors que quand tu vois le banc de touche qu'il a fait, il a fait rentrer uniquement Mahrez à la place de Fernandinho, il a fait rentrer David Silva. Tu laisses Bernardo sur le banc, tu laisses Benjamin Mendy qui aurait peut-être pu faire quelque chose de mieux. Foden qui est assez incroyable. C'est assez étonnant. En Angleterre, ils ne forment pas énormément de joueurs, à part Liverpool qui s'y met depuis 3-4 ans, et City qui sort 1 ou 2 joueurs de temps en temps. Et ils l'ont avec Foden qui peut faire mal, qui est assez incroyable depuis le retour de confinement. Ils ne le font pas rentrer. Pareil, Benjamin Mendy qui aurait peut-être été à la place de Cancelo. Cancelo, ça a été celui qui a été le plus en difficulté côté Manchester. Peut-être que ça aurait été intéressant de le faire jouer aussi. Et plus globalement, ouais, j'ai trouvé le niveau des clubs anglais beaucoup plus faible que d'habitude cette année. Pas spécialement dans leur championnat, mais en Coupe d'Europe, je les ai trouvés assez étonnants. À l'image de Manchester hier qui doit tuer le match en retour de la mi-temps, qui a peut-être 7 ou 8 occasions en 10 minutes, ce qui est assez incroyable. Et Séville qui a cette culture européenne, comme disait Pablo tout à l'heure, qui a cette culture européenne de savoir faire le dos rond pendant les matchs et de marquer sur peut-être la seule action qu'ils ont en deuxième mi-temps ou presque, quoi. Et qui a un très grand goal. Et qui a eu un très grand goal qui fait peut-être 8 arrêts en 8 minutes, je crois que c'est ça. 8 arrêts en 9 minutes, quelque chose d'incroyable. La deuxième mi-temps sont incroyables. Incroyable. Il passe pas le milieu de terrain, Séville, et puis tu as Manchester derrière, Martial qui fait tout ce qu'il faut, qui fait du ski, fait du slalom entre les défenseurs et qui n'arrive pas à finir ses actions, quoi. Ce qui est assez incroyable. Et ouais, non, globalement, je trouve vraiment que le niveau européen a baissé. Après, j'ai le souvenir d'il y a 3-4 ans quand c'était les clubs espagnols qui gagnaient tout, que certains coachs disaient qu'ils préféraient gagner la Première Ligue ou du moins être plus concentrés sur la Première Ligue que sur la Coupe d'Europe. Après, c'est des matchs de Ligue des Champions, il faut les jouer à fond et peut-être qu'ils n'ont pas su faire, peut-être pas assez bien préparé aussi. Après, il faut dire bravo à Lyon qui a fait un super match aussi. Mais déjà, le match retour contre le Real Madrid, il y a Varane qui fait 2 boulettes alors que le pauvre, il fait une saison incroyable. Sinon, en dehors de ça, je pense que le Real était au-dessus de City, quoi, sur ce match retour à Manchester. Donc, c'est peut-être des anomalies du football. Guardiola, l'année dernière, il se qualifie contre Tottenham, mais en fait, non, il y a la VAR à la dernière seconde sur le but de Sterling. Le pauvre, d'ailleurs, ça lui réussit pas la Ligue des Champions. L'année d'avant, il prend une valise contre Liverpool. Avec le Bayern, Guardiola, il n'est jamais arrivé. Et c'est des anomalies du football. Voilà, il mériterait d'avoir déjà 7 ou 8 Ligues des Champions. Malheureusement, il a gagné qu'avec le Barça en 2009-2011. Et il en aura d'autres, j'en suis sûr. Après, il n'y aura pas de problème avec ça. Mais j'ai été vraiment très, très surpris de sa compo d'équipe. Limite que j'ai trouvé un peu frileuse, quoi. Limite un peu frileuse. Ouais. Tu passes quand même Andone derrière. Tu laisses Rodri, qui est un très bon milieu de terrain, mais qui est plus là pour contrôler le jeu, le réguler. Gundogan, qui est un peu du même profil. J'ai trouvé ça limite un tout petit peu frileux, peut-être. Et malheureusement, ça leur a. Dis-moi, pardon. Ouais, non, mais est-ce que Guardiola, finalement, moi, c'est un peu ce que j'ai pensé, est-ce qu'il n'a pas vraiment voulu absolument inventer un truc encore, tu vois j'ai l'impression qu'il pouvait y aller tranquille, avec sa compo d'habitude, remettre l'équipe qui a fonctionné contre le Real, même si, comme tu le dis, le Real n'était pas si en dessous de City. Est-ce que Guardiola, il n'a pas voulu faire un truc magique, encore un coup de tactique, surprendre Lyon, et finalement, ça s'est retourné contre lui, quoi. Ouais, un petit peu. Il a vraiment ce côté aussi fierté mal placée ou un certain ego pour être là qu'il faut avoir pour être entraîneur de très haut niveau, évidemment. Mais peut-être qu'il a voulu dire voilà, regardez, j'ai fait encore un coup tactique de maître. Et ce que tout le monde dit maintenant sur lui, d'ailleurs, après chaque match, ou ce que disaient les gens sur Mourinho jusqu'à il y a encore 3-4 ans, par exemple. Ce qui faisait sa force, c'était d'avoir la capacité à s'adapter aux autres équipes sur les grands matchs. Je pense que Guardiola ne sait pas le faire. Je ne pense pas qu'il sache s'adapter. Je pense que Klopp sait le faire, par exemple. Et bon, cette année, ça ne lui a pas réussi, malheureusement. Et d'ailleurs, contre une équipe de l'Atlético, comme on disait tout à l'heure, qui a super bien joué ce match contre Liverpool, alors qu'ils font une saison hyper moyenne. Et encore un petit coup de pouce du destin, il y a le gardien qui fait une boulette, etc. Mais ouais, en dehors de ça, Tottenham c'est après une leçon de football contre Leipzig, peut-être qu'on en parlera après aussi. Chelsea tombe contre le Bayern qui était 2 fois plus fort qu'eux, il n'y avait pas trop de problème à dire. Mais je pensais vraiment que cette année, Manchester avait les capacités d'aller plus loin. Et je suis vraiment surpris de ce qu'il a voulu faire. Et
et étonné que ce soit pas arrivé cette année, quoi. Après, c'est un peu expliqué, Guardiola, sur la partie, le pourquoi des 3 défenseurs. C'est parce que, ce qu'il disait, c'est que après le match, les latéraux, sur les côtés de Lyon, ça allait assez vite. Et avec 2 défenseurs qui sont Fernandinho, Laporte, qui sont plutôt lents. D'ailleurs, on l'a vu au début du match, là où Laporte se fait prendre de vitesse par Cacré. Heureusement qu'il est couvert derrière. Mais Oui, c'est vrai. je pense que, comme il a dit, il voulait pas les laisser prendre des vagues. Donc, du coup, il a essayé de blinder derrière, de supporter les 2 centraux. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est ce qu'il disait. Ouais, Après, est-ce que ça, c'est pas un aveu de faiblesse déjà, quoi? Est-ce que déjà, c'est pas un aveu de faiblesse? C'est toujours la question. Ouais. Est-ce qu'on doit garder le ballon? Est-ce que City, par rapport à ses joueurs, doit avoir la possession et maîtriser tout le match? Mais bon, après, on sait que, je pense qu'il savait qu'en jouant contre Lyon, il allait avoir la possession, même si Lyon, quand même, a fait un bon match. On en parlera tout à l'heure. Mais même si il savait qu'ils allaient avoir la possession, il sait qu'à tout moment, il peut prendre un contre. Du coup, je pense qu'il voulait quand même avoir une sécurité. Après, il y a des joueurs comme Walker qui... En voyant le match de la Juve juste avant, en plus, tu peux te dire, oui, ça peut m'arriver à moi aussi, quoi, bien sûr. Mais je pense que City a vraiment pas de problème d'effectif, au contrario de la Juve ou du Barça, comme on disait tout à l'heure. Je pense vraiment que eux, l'effectif, c'est pas, ils peuvent mettre 2 équipes, et encore, je pense que s'ils mettent des jeunes qui sont hyper performants, qu'on n'a même pas l'occasion de voir, parce qu'ils ont 25 ou 26 joueurs dans l'effectif qui peuvent jouer, quoi. Donc vraiment, c'était juste un problème d'animation offensive, problème peut-être de frilosité, quoi, tout simplement. Et je suis assez déçu. Très content pour Lyon, évidemment. C'est clair. Ouais, et puis là, Lyon est vraiment allé chercher sa qualif. Ils sont vraiment allés chercher leur match contre la Juve. Rien qui est volé, hein. On peut dire que la Juve a filé la qualif à Lyon. Autant là, bien sûr qu'il y a l'erreur, je sais pas, mais en tout cas la frilosité, comme tu dis, de Guardiola. Mais il y a surtout effectivement une équipe lyonnaise qui a été époustouflante, quoi. Ouais, complètement. On en parlera, j'imagine, après, mais c'était. C'est un modèle du genre, quoi, parce qu'il n'y a rien qui est volé. C'est pas un match comme, je sais pas, j'ai pas peut-être Espagne-Suisse par exemple en 2010 où le premier match il y a 30 tirs à 1 et la Suisse gagne à 0. Non, là c'est pas ça. C'est vraiment qu'il y a eu autre chose, une vraie réflexion. Alors Rudy Garcia, on en reviendra, mais on peut en dire ce qu'on veut. C'est pas pour autant qu'il va être adulé les jours à venir, mais bravo à lui quand même, quoi. On l'a suffisamment critiqué pour dire du bien de lui quand il fait quelque chose de bien. Et tactiquement, c'était incroyable. C'est incroyable. Parce que tu prends pas 15 000 occasions non plus, quoi. City n'a pas eu énormément d'occasions, ils font 17 frappes. Mais Lyon fait plus de frappes cadrées que City, par exemple. Lyon fait 7 frappes, City 17. Et Lyon cadre toutes ses frappes, même si c'est 3 frappes de Marsal de 30 mètres, ça compte quand même. Et le résultat est là, Lyon est qualifié et Manchester City est en vacances, quoi. C'est ça. Non, mais franchement, assez dingue, n'empêche, ce match. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Ouais, c'était incroyable, vraiment je pense incroyable. qu'il y a quelque chose aussi qui est très intéressant dans ce match. C'est comment Guardiola, tu l'as expliqué, il avait été un petit peu trop frileux et comment il avait trop exposé ses faiblesses, en fait. En voulant cacher ses faiblesses, il les avait trop exposées à Lyon. Et Lyon en a évidemment profité avec la profondeur qui a été beaucoup trop importante. Ouais, exactement. J'ai l'impression que Guardiola, il a quand même cette habitude de mourir avec ses idées, quoi. Je me rappelle la dernière année qu'il est au Barça, c'était 2011-2012. Ce match contre Chelsea, où cette année le Barça ne gagne pas un titre, demi-finale contre Chelsea, 95e. Il n'y a pas un ballon qui est parti dans la boîte ou quoi. C'était toujours des passes courtes, des jeux en triangle et tout. Et il n'arrive pas à faire autre chose. La dernière année avec le Bayern Munich, pardon, Rummenigge annonce son départ 6 mois avant la fin de la saison et que ça passait plus. Au bout d'un moment, ça peut faire à l'image d'un Bielsa qui, au bout de 2-3 ans, son système essouffle peut-être trop les joueurs, sa manière de faire aussi. Parce que quand on voit des reportages sur City, la manière qu'il a Guardiola de parler avant le match, à la mi-temps, pendant le match, il doit perdre 3 kilos par match, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez fou. Sa vision du football, elle est incroyable. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ça s'essouffle et les joueurs adhèrent peut-être plus à sa tactique ou à son attitude. Donc peut-être qu'il y a ça aussi. Est-ce qu'il va rester à City pour l'instant? On n'en sait rien. Est-ce qu'il a la motivation et l'envie de prendre une sélection nationale? Peut-être aussi, mais bon, vu qu'il est catalan, qu'il est en mauvais terme avec pas mal de gens en Espagne, est-ce qu'il va le faire aussi? On ne sait pas. Donc peut-être qu'il est arrivé à terme avec City aussi. Ok les gars, merci. Merci Alexandre pour le retour du foot anglais cette année. Et maintenant on va passer à Nabil qui va nous parler du foot français historique, deux clubs français en demi-finale. Yes.
C'est vrai qu'on n'avait pas vu ça depuis, je crois que c'était Lyon et Bordeaux, non, c'était en quart. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça fait, c'est vrai, je sais même pas si on a déjà vu ça. J'ai pas regardé avant de faire le point. Mais c'est vrai que c'est historique. Là, c'est le foot français est au bout fixe, surtout qu'il est souvent critiqué et moqué. D'ailleurs, avec les Anglais qui parlent de Farmer League, là, en ce moment, c'est un peu ressorti. Là. Je ne sais pas si vous avez vu le tweet de Mbappé et quelques. Donc, non, c'est une bonne nouvelle, hein, c'est une super nouvelle. Je pense que tout le monde est content, même si les supporters ne supportent pas forcément les autres équipes d'autres pays, par exemple. Je ne sais pas si tous les supporters parisiens supportent Lyon ou pas, mais en tout cas, en tant que Français, je pense que c'est une super nouvelle de se dire qu'on peut compter sur quelques équipes, surtout que l'indice UEFA n'est pas au top. Donc, après, si on parle des équipes, Paris, aujourd'hui, je pense que plein de personnes pensent que le parcours est facile. Quand on voit les oppositions et les équipes qui restent, on se rend compte que c'est jamais facile, surtout avec cette configuration-là, où tout se joue sur un match. Donc, ce que je voudrais souligner du côté de Paris, c'est qu'il y a deux choses. C'est d'abord l'aspect psychologique. Ils avaient une barrière, je pense qu'on l'a tous vu sur les dernières Ligues des Champions, où ils avaient du mal à placer un peu ces huitièmes ou ces quarts. Et surtout, ils avaient aussi des tirages toujours un peu plus compliqués, même si, comme je disais tout à l'heure, toutes les équipes en Ligue des Champions méritent leur place. Là, c'est vrai que le scénario de Dortmund, où ils commencent mal et ils arrivent à un peu ressortir, un peu à gagner sur le retour au parc, et le match de l'Atalanta, où à la dernière minute, ils font la différence. Ils étaient habitués à vivre le scénario inverse, où c'est plutôt généralement ils se prennent le but à la dernière minute, comme la remontada face au Barça ou Manchester avec le penalty de Rashford. Donc là, c'est vrai que je pense que c'est un bon signe. Ça veut dire que déjà sur l'aspect psychologique, ils ont un peu passé le cap. Je pense qu'il y a un joueur qui n'est pas étranger à tout ça, c'est Neymar. Hein. On l'a beaucoup attendu. Le montant de son transfert, il est souvent répété. Là, avec les deux blessures, les deux saisons précédentes, on n'a pas pu voir la pleine mesure, son leadership sur le terrain, que ce soit technique. Sa simple présence, je pense, rassure ses coéquipiers. Et je pense que ça a été un gros élément majeur dans le parcours qu'est en train de faire Paris. Et en plus, on le voit avec cette décontraction d'avant-match, en train d'écouter de la musique, comme si qu'il allait jouer un match avec des potes, alors qu'en fait, il joue des matchs super décisifs. Donc vraiment, je voulais souligner ce truc-là, parce que je trouve que c'est un joueur exceptionnel et c'est impressionnant ce qu'il fait et ce qu'il apporte. Après, Paris, comme d'habitude, compose avec, je ne sais pas si on parle de malchance mais c'est tout le temps des conditions particulières. Donc, soit il y a des joueurs importants qui sont suspendus dans les matchs importants ou beaucoup de blessés. Ouais. Donc là, ça aussi, c'est quelque chose qui. Navas forfait. Ouais. Là, c'est. Ouais. Mais justement, c'était le dernier. Di Maria a manqué beaucoup. Di Maria a manqué le match contre l'Atalanta. Ouais, exact. Du coup, justement, Navas, c'était le dernier point que j'allais évoquer. Mais si on parle, là par exemple, même il y a Verratti qui a été blessé. Là, ça parle de Gay qui est incertain. Gay qui fait pas l'unanimité, mais je pense que son activité est importante, surtout contre des équipes joueuses comme l'Atalanta ou Leipzig, où il faut mettre pas mal d'intensité dans le pressing, faire multiplier les courses. Mais voilà, donc ça c'est le troisième point que j'allais soulever aussi. L'apport de Navas est incroyable, il est très décisif, il est super décisif sur des grands matchs, il sort des arrêts venus de nulle part avec toute son expérience et tout. Lui aussi, je pense que c'est le deuxième homme avec Neymar qui a apporté ce gros plus à l'équipe. Après, si on parle du match face à l'Atalanta, moi, j'ai pas comme tout à l'heure, je sais plus qui c'est qui. C'était, je crois que c'était Thomas, non ? C'était Thomas, ouais, c'était Thomas qui disait que l'Atalanta avait dominé tout le match. Moi, je pense que le tournant du match, ça s'est fait au moment où Gomez est sorti, où Mbappé est rentré. Et c'était un peu plus tôt dans le match parce que c'est là où on a vu l'Atalanta qui arrêtait de presser haut, qui gênait plus autant le PSG comme en première mi-temps. Alors je ne sais pas s'ils étaient émoussés physiquement ou si c'est l'entrée d'Mbappé qui a influé psychologiquement et le fait il y a un aspect sportif, il y a un aspect aussi psychologique sur la rentrée d'Mbappé. Ça s'est vu sur la tête de l'entraîneur. Il y a un gros plan, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un gros plan sur Gasperini à l'entrée
d'Mbappé sur le terrain, on a l'impression qu'il se décomposait. Il était liquéfié parce que je pense que à l'avant-match, sur le tableau blanc, il a dit les mecs, il n'y a pas Mbappé, on a quand même une chance en cul énorme qu'il n'y ait pas Mbappé sur le terrain. Donc il y a peu de mecs qui sont susceptibles de nous prendre dans le dos parce que forcément, et vous le savez, les 2 tiers des buts que prennent l'Atalanta, c'est des mecs qui courent dans le dos. On a quand même les armes pour venir emmerder le PSG. Et effectivement, l'entrée d'Mbappé, comme tu le dis, c'est le tournant absolu du match. Et l'Atalanta, mais évidemment, Mbappé, il fait son entrée, il fait une belle entrée. Mais l'Atalanta, à la rentrée, juste à la vue d'Mbappé, ils se sont liquéfiés. Et puis, comme je disais aussi, je pense que la sortie de Gomez a joué aussi parce que bien sûr, quand on regarde les actions dangereuses, c'était souvent lui qui était au départ des actions. Il arrive à mettre des ballons dans la défense qui sont compliqués à prendre pour le gardien et compliqués à défendre parce que c'est tout le temps entre deux défenseurs et avec des latéraux qui rentraient bien, donc du coup qui apportaient de la supériorité avec les attaquants. Donc franchement, je pense que ces 2 éléments étaient le tournant du match. Après, voilà, le fait d'avoir ce scénario-là, je pense que c'est intéressant pour Paris, ça leur donne pas mal de confiance. Après le match face à Leipzig, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est une équipe aussi qui est joueuse, qui a beaucoup de densité au milieu, qui a des latéraux qui montent pas mal. Donc là, il faudra voir ce que Tuchel va préparer, sachant qu'il aura toute sa ligne d'attaque. Mais par contre, au milieu, c'est plus compliqué. Donc, est-ce qu'il va privilégier un système où il va miser sur les attaquants, mais du coup ce qui pourrait être compliqué pour Leipzig au niveau des côtés, mais ou bien est-ce qu'il va privilégier la défense en mettant un milieu supplémentaire et pour contrer justement cette densité comme je parlais tout à l'heure. Donc à voir. En tout cas, voilà, je trouve que c'est pas mal pour Paris et faut espérer que ça soit un déclic pour les prochaines échéances et déjà même là à court terme pour la demi-finale. Ouais, après, t'as raison. Ouais. Non, vas-y. Ouais, non, mais c'était juste pour finir sur le PSG. Simplement, ce que je ressens aussi, c'est que je comprends un peu l'excitation et un peu l'engouement qui arrive avec cette fin de match du PSG. On ne peut que se lever de notre fauteuil quand on voit la fin de ce match. Mais si on regarde un peu plus quand même dans le détail les matchs, notamment les matchs de phase finale du PSG cette saison, on a un Paris qui n'existe pas contre Dortmund au match aller. On a Paris qui gère bien son match retour contre Dortmund, mais en face, il y a une équipe qui était complètement démobilisée. Contre l'Atalanta, et Dieu sait à quel point j'aurais aimé, bien sûr, que l'Atalanta puisse aller plus loin, mais l'Atalanta, je vous le dis honnêtement, n'avait rien d'un ogre, et pourtant, ils ont bousculé le PSG d'une façon qui est absolument démentielle. Sincèrement, avec le scénario, il y a quelque chose de dramatique, et il y a une tension qui arrive qui fait que le PSG devient un peu favori, devient un peu plus fort, mais sur le contenu, encore une fois, la dépendance vis-à-vis de Neymar, les inquiétudes honnêtement défensives, moi je trouve qu'ils n'ont pas été rassurants en défense. Le milieu de terrain, Gueye, Ander Herrera, c'est absolument transparent. Paredes, il a fait un match, on aurait dit un junior. Donc honnêtement, pour moi, le PSG, la présence d'Mbappé et de Di Maria va être déterminante. Mais pour moi, le PSG n'a pas du tout prouvé être favori, encore une fois. Et attention à l'excitation avant le match contre Leipzig, parce que le revers de la médaille, on le connaît et il est loin d'être en tout cas dans simplement quelque chose d'imaginaire encore cette saison. Non, mais je pense que le PSG est conscient de ça. Ouais, j'espère qu'il le sont et Thomas Tuchel a un peu d'expérience sûrement avec cette équipe de Leipzig. J'espère qu'il pourra amener quelque chose. Mais ne voyons pas une fois de plus le Paris Saint-Germain plus beau qu'il ne l'est parce que sur le contenu des matchs, quand on se penche un peu, c'est pas de la critique gratuite ni rien. Mais pour moi, ils n'ont pas vraiment encore une fois le statut de favori ou quoi que ce soit dans cette compétition. Non, mais c'est vrai que sur le contenu, on sent pas cette maîtrise comme tu le disais. Après, bon, je te trouve un peu dur sur certains joueurs, comme par exemple Herrera, moi que j'ai trouvé très important contre l'Atalanta, mais bon après ça c'est des questions de point de vue. Mais la seule chose que je voulais dire par là en fait, c'est que c'est vrai qu'au niveau du jeu c'est pas top, c'est pas fou. Hein. On a c'est pas le PSG de Laurent Blanc par exemple. Mais ce que je veux dire c'est que on sait que l'aspect mental est super important en Ligue des Champions. Et justement, on en parlait juste avant, tu prends un match comme Manchester City face à Lyon, tu as Guardiola qui est un maître tactique, qui connaît le foot comme... je pense que c'est un des entraîneurs qui connaît le mieux le foot et sa tactique. Et malgré ça, justement, il n'arrive pas à transmettre, ou je ne sais pas si c'est lui ou si c'est ses joueurs, mais de toute façon, c'est toujours la part
c'est toujours la part de l'entraîneur. Est-ce qu'il est simplement coach? Il y a une partie management et aussi gestion émotionnelle. Est-ce qu'il arrive à transmettre ça ou pas? Mais là, par exemple, est-ce que ce sont les joueurs ou Tuchel? Je veux dire, c'est ce petit facteur-là. Et on sait qu'en Ligue des Champions, c'est super important. Et ce qui leur manquait, c'est super. Je veux dire, c'est quelque chose pour moi de primordial. Après, effectivement, le jeu, c'est perfectible. Mais si tu n'as pas le mental, déjà, tu n'es pas. Non, bien sûr. Comme tu le dis, moi, je souhaite que ce soit un déclic pour le PSG. Et ça peut l'être. Maintenant, tu parlais de Tourelle, honnêtement, sur le plan tactique, quand on regarde, il avait quand même le temps de préparer son match contre l'Atalanta. L'Atalanta, il les voit arriver depuis le début de la saison. Il y avait eu cette forme de compétition. Il savait que depuis un moment qu'il allait jouer contre l'Atalanta. Il connaissait cette équipe quand même, j'espère. Et honnêtement, sur le plan tactique, aidez-moi les autres si vous pouvez, mais est-ce que vous trouvez que Tourelle a développé une ambition dans le jeu et une tactique dans ce match? Je sais pas, moi j'ai l'impression quand même qu'il a posé ses joueurs là contre l'Atalanta, il a subi le pressing comme on l'avait prévu, il a pris un but l'Atalanta a marqué exactement de la même façon que l'Atalanta marque tous ses buts, et dans l'ambition dans le jeu, dans l'ambition tactique, mais je trouve qu'il n'y avait rien, c'était le néant absolu. Ouais, c'était assez vide, je suis assez d'accord avec toi, entièrement d'accord. C'est plus l'Atalanta qui le donne que Paris qui le prend. Ben ouais, c'est ça. Donc contre Leipzig, il va falloir trouver un plan pour bloquer tous ces petits zébulons de Leipzig qui sont quand même extrêmement puissants, et avec Julian Nagelsmann qui, lui, tactiquement, je pense, prépare un sacré coup. Donc Tourelle aussi, je crois, joue sa place. Et pour le coup, pour le Barça ou la Juve, on disait il ne suffira pas de virer l'entraîneur, etc. Pour Paris, ils ont l'effectif, je crois qu'ils n'ont pas l'entraîneur. Je pense que... Je pense qu'effectivement, on peut basculer à Lyon pour éviter de perdre trop de temps sur le sujet. Parfait. Pas de souci. Du coup, donc pour dire 2 mots sur Lyon, parce que quand même qui a fait un gros parcours. Donc on a vu leur match face à la Juve, qui, comme on disait tout à l'heure, c'est pas une Juve super florissante, mais face à un Manchester City qui, après avoir éliminé le Real, faisait figure de favori. Que dire? Je pense que Garcia sait jouer avec les qualités de ses joueurs, malgré que je ne sais pas s'il a une grosse image, s'il a une bonne cote pour son jeu, pour sa tactique. Moi, je trouve qu'il sait jouer avec les qualités de ses joueurs. Il a bien joué. Par exemple, le fait de mettre Cornet, un peu plus bas, sur son 3-5-2, et qui joue le rôle de piston, je trouve que ça a été une bonne trouvaille. D'ailleurs, on voit qu'il fait un peu la différence. Après, le milieu, le fait de lancer aussi un jeune comme Cacré, je trouve que c'est un super joueur, qui est super intelligent, qui a une grosse activité au milieu de terrain, qui est à l'aise avec le ballon, qui compense pas mal aussi son physique, on va dire le jeu physique avec son anticipation, sans l'anticipation, sa lecture du jeu. Très très intéressant ce joueur. Ouais, c'est clair. Un temps pour mettre. Vas-y. Ouais, parce que je me rappelle plus du premier match de Cacré, mais ça doit être à peu près en octobre-novembre 2019. Et c'était soit des entrées en fin de match, soit des matchs carrément tout le temps sur le banc. Donc il attend une très grosse finale contre Paris en Coupe de la Ligue et un gros match contre la Juve et contre City pour la lignée d'entrée, parce que sinon c'était encore Thiago Mendes qui lui passait devant avant le confinement. Mais ouais, c'est clair. Après, je trouve que c'est une bonne chose qu'il se soit rendu compte de la qualité de ce joueur. Bien sûr. Après, ce qu'il voulait, c'est ça. Et puis ce qu'il joue, il y a le fait qu'il a ce côté un peu insouciant. Et puis c'est vrai que balle au pied, c'est quand même mieux que Mendes. Après, tout dépend comment il voulait jouer avant. Mais bon, c'est vrai que ça n'a pas marché. On a vu, ils sont arrivés 7e. C'est pas un classement habituel pour Lyon. mais dans tous les cas, je trouve qu'il a bien joué. Après, c'est vrai que c'est pas un super jeu de possession qui a fait rêver tout le monde, mais c'est une équipe qui est quand même solide, bien en place, et qui sait quand même, malgré tout, utiliser le ballon. On l'a bien vu sur les sorties de balles, ils savent vite trouver les attaquants ou les côtés. Tu as un joueur comme Aouar au milieu qui est exceptionnel, qui sait gérer le tempo de l'équipe, accélérer quand il faut, trouver dans la profondeur, calmer. C'est vraiment, je pense que celui-ci, c'est une grosse perf. Et puis la défense avec un Marcelo qui revient bien. Il a eu un gros trou à un moment donné. Là je l'ai trouvé quand même
sur les 2 matchs, un peu, quand j'ai trouvé patron, franchement, je trouvais qu'il faisait jouer son expérience avec Denayer. Ils font une belle paire. Et le fait d'avoir très beau travail de la charnière, hein, franchement. Ouais, et le fait d'avoir ajouté Marsal qui s'est bien intégré alors qu'à la base c'est un latéral, franchement je trouve que c'est une belle trouvaille d'avoir trouvé cette assise défensive. Ouais. Après voilà, je trouve que l'équipe est plutôt complète, c'est un beau parcours. Il y a Depay qui revient un peu difficilement, je trouve, de sa blessure au genou. Et le fait d'avoir mis Toko Ekambi plutôt que Dembélé, pour essayer d'utiliser la vitesse et de jouer dans le dos des défenseurs de City, je trouvais que c'était pas mal trouvé, parce que c'est vrai qu'il a repéré, comme on le disait tout à l'heure, il a repéré le point faible de l'équipe de City, la lenteur des défenseurs, et il en a pas mal profité. Donc je trouve que tactiquement c'était bien joué. Il a bien joué sur les faiblesses de City et sur les forces de son équipe. Donc après avoir... c'est Garcia qui fait du Garcia, quoi. c'est pas le grand jeu. C'est du pragmatisme. Non, mais vrai. Pragmatisme, dogmatisme. C'est Garcia qui mène sa troupe, qui sait où il va. Et il battra peut-être pas le Bayern, mais en tout cas, il aura fait son parcours. Peut-être que ça tiendra pas l'an prochain, mais il aura fait du Garcia. Honnêtement, il y a 2 choses qui sont assez impressionnantes là à Lyon, dont dispose cette équipe et qui fait rêver, je crois, n'importe quel entraîneur. C'est la solidité défensive. Parce que contre la Juve, ils ont quand même subi au match retour. Ils ont subi. La Juve a été peut-être maladroite, je suis même pas sûr. Je crois que Lyon a vraiment bien défendu et c'est pour ça que la Juve n'a pas marqué. C'est parce que Lyon a très bien défendu. Donc cette solidité défensive, honnêtement, elle est impressionnante et inattendue, hein, parce que cette charnière-là, elle ressort de par les morts. C'est assez dingue. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est quand même l'efficacité. Dubois est en piston, et après tu as Marsal, Benaï et Marcelo en défense centrale. Cette défense, elle est assez inattendue. Et puis la deuxième chose dont dispose Lyon, c'est quand même cette efficacité offensive qui est lunaire. Contre la Juve, le but de Touzard, boum, ça rentre. Au match retour, ils ont un péno, boum, ça rentre. Contre City, Cornet qui nous met son espèce d'intérieur du pied avec son effet, ça rentre. Dembélé, il tire, ça rentre. Enfin, c'est affolant. C'est-à-dire, avec une solidité défensive et une efficacité offensive comme ça, moi je vous le dis, Lyon a le droit de rêver. Oui. C'est vrai qu'après le dernier match là, du Bayern qui est quasiment injouable, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y croient, mais bon, si eux y croient, c'est déjà un bon début. Après, je pense qu'ils sont arrivés là, ils n'ont rien à perdre, il faut tout donner. Hein. Ah bah là, il faut tout donner, il faut y aller. Mais je trouve que Lyon, il y a un vrai parallèle à faire avec l'équipe de France quand même, parce qu'en termes de coaching, alors c'est pas des équipes offensives, c'est pas des équipes qui veulent jouer au ballon, c'est des équipes qui veulent jouer en contre avec leurs forces et contre les faiblesses d'en face, et ils pensent avoir à bien défendre. Et nous, on est un bon exemple de ça, la Coupe du Monde. On n'a pas énormément d'occasions, par exemple. Et dès qu'on a une occasion, on va la mettre au fond. Après, on va faire le dos rond et jouer en contre. Et est-ce que c'est une nouvelle marque de fabrique française? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, ça ne me plaît pas. Il faut se rappeler des matchs de Ligue 1 de l'Olympique Lyonnais cette saison. Pardon? Il faut se rappeler de la saison en Ligue 1 de l'Olympique Lyonnais. Ah ouais, c'est bien contre la Juve. Il faut s'en mordre les doigts. Contre Dijon, Reims et consorts. Amiens, 0-0 contre Amiens, on doit perdre 5-0 à la maison. Et c'était le dernier match avant le confinement, je crois. Et tu pars après le confinement, tu as l'impression qu'on est une des meilleures équipes d'Europe. C'est assez incroyable. C'est exactement. Avec Garcia qui regarde Breaking Bad pendant les vacances en plus. Ouais. Ah, c'est incroyable. Et qui surtout regarde Guardiola en face. Hein. Oui, bien sûr, il a regardé dans les yeux le temps d'un match. Hein. Je pense que Guardiola, il ne viendra pas en vacances à Lyon, lui, à mon avis. non, mais en plus, il a trouvé son maître. Hein, donc bon. Ouais, c'est vrai. Du coup, merci Nabil. Maintenant, Enzo, tu veux nous parler du foot allemand, justement du futur adversaire de l'OL, le Bayern de Munich. La mastodonte. Est-ce qu'après le 8-2 infligé au Barça, le Bayern va se saborder face à la bande de Garcia? C'est pas sûr, mais bon. Du coup, c'est deux clubs engagés dans le dernier carré, 2 clubs allemands. Leipzig face au Paris Saint-Germain et le Bayern face à l'OL. Et surtout 3 coachs allemands, parce qu'on a Thomas Tuchel sur le banc de Paris face à Julian Nagelsmann. Et de l'autre côté, donc Rudi Garcia qui sera opposé à Hans-Dieter Flick, le nouveau coach du Bayern qui impressionne toute l'Europe, faut le dire.
Du coup, donc le Bayern contre le Barça, donc Pablo nous a un peu mâché le boulot. Le Barça s'est sabordé, mais il faut dire que le Bayern a été excellent. Le collectif est plus que bien huilé, avec en plus des individualités extraordinaires comme Müller, Thiago Alcantara, Kimmich ou Alphonso Davies qui ont fait mal pendant 90 minutes au Barça et qui ont fait mal pendant 90 minutes à tous leurs adversaires en Bundesliga, avant et après le confinement. Surtout après, puisque c'est vraiment l'équipe phare depuis la reprise. Leipzig face à Atlético, pareil, un collectif bien huilé, comme face à Tottenham en 8e. Et en plus, au-dessus du lot, on n'a pas du Müller ou du Thiago Alcantara, on a un peu moins connu. On a du Upamecano et du Sabitzer, mais ça fait aussi le taf. Upamecano qui a été absolument partout. Simeone, il doit encore s'arracher les cheveux. Il a fait un match de patron. Et quand on voit que Umtiti se blesse, enfin, il ne voit plus le jour de sa blessure, et Deschamps a encore cette chance d'avoir des Upamecano ou des Koundé qui font des éditions en Coupe d'Europe assez extraordinaires. Ça, je ne sais pas si c'est pragmatique, mais en tout cas, Deschamps a beaucoup de chance. Donc, on a dit donc, les trois entraîneurs dans le dernier carré, auxquels on peut ajouter bien sûr Jürgen Klopp, lauréat de l'édition précédente. 3 coachs qui s'inspirent de Guardiola dans les grandes lignes, tout en gardant les préceptes de base d'Arrigo Sacchi et surtout de Ralf Rangnick, donc le père germanique du Gegenpressing. Thomas Tourelle, Nabil nous en a parlé, Thomas aussi, donc c'est celui qui est le plus connu en France. Hans-Dieter Flick, sur le banc du Bayern, beaucoup moins connu. D'ailleurs, avant le 3 novembre dernier, le grand public ne le connaissait absolument pas. Le coach de 56 ans, il remplace Niko Kovac. Depuis, c'est un quasi sans faute. Un 30e championnat national remporté. Des cadres retrouvés, notamment Jérôme Boateng et Thomas Müller, qui étaient pourtant mis à la cave par Niko Kovac. Des adversaires pulvérisés, en témoigne le match de vendredi face à Barcelone. Son parcours, il est plutôt atypique. De 2006 à 2014, il est aux côtés de Joachim Löw, adjoint en sélection nationale. Donc Joachim Löw, on le connaît, on sait ses différentes éditions de la Coupe du Monde 2006 à celle de 2014, et puis maintenant jusqu'à la Coupe du Monde 2018. On sait ce qu'il a réussi. On se doute que Hans-Dieter Flick a très très bien appris à ses côtés. Nagelsmann sur le banc de Leipzig, c'est plus connu en France. Pourquoi ? Parce que déjà, il apporte un peu la touche fraîcheur d'un club qui est très très peu populaire en Allemagne. Thomas nous parlait un peu de l'Atalanta, qui n'était pas le club le plus populaire en Italie. Le Rasenballsport Leipzig, c'est sûrement le club le plus détesté en Allemagne. On connaît un peu leur histoire, leur courte histoire justement, et ça vient de ça, la haine populaire. Mais le Rasenballsport Leipzig, il est très très froid. Mais par contre, les observateurs allemands adorent analyser le jeune coach de 33 ans. On rappelle qu'il est arrivé sur le banc d'Offenheim à 28 ans seulement, donc plus jeune entraîneur de l'histoire de la Bundesliga. Et là, depuis, c'est sa 3e année sur le banc de Leipzig et il n'en finit plus d'impressionner. Depuis la reprise, le jeu est toujours aussi bon depuis la reprise qu'il ne l'était avant. D'ailleurs, je pense que si on devait établir un ratio qualité d'effectif, qualité de jeu, Leipzig serait premier du dernier carré, sûrement dernier du Final 8 avec l'Atalanta, et facilement sur le podium de l'édition 2019-2020 tout entière. Les Sabitzer ou Upamecano en a parlé, mais il y a vraiment tout un collectif qui a huilé. Nagelsmann, il tient d'une main de maître cet effectif. Et comme l'a dit Thomas, attention au Paris Saint-Germain, parce que ça peut faire de grosses frayeurs et ça peut être très, 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 très piégeux. Nagelsmann, c'est toujours tourné vers l'offensive. Elle confie le ballon à ses adversaires lors de la quasi-totalité des matchs. Les côtés, c'est l'utilisation principale, mais tu as une énorme densité au milieu aussi.
la projection est totale, les transitions éclairent, c'est assez impressionnant. Du coup, Nabil il nous disait, Gay, peut-être qu'il ne jouera pas. Paredes et Herrera qui n'ont pas fait de bons matchs face à l'Atalanta. La bataille du milieu risque de tourner en faveur des Allemands et ça peut vraiment être le point central de la confrontation. Ouais, c'est clair. Bon, après, ils ont quand même perdu lourd avec leur Werner qui est parti à Chelsea. Ils ont quand même perdu une sacrée pièce. Ouais, mais regarde, face à l'Atlético, ça va pas pencher dans la balance. Est-ce que ça penchera face à Paris? Peut-être déjà davantage. Après, c'est l'efficacité devant, toujours pareil. Ce n'est pas Lyon qui veut. S'il ne marque pas sur plusieurs occasions, ça va être compliqué quand même. Par contre, du côté de la presse allemande, il n'y a aucune illusion. La finale sera Leipzig-Bayern. Ah oui, bah, bien sûr. On connaît déjà leur build. arrogance, mais là, ils n'ont... Oui, bah, bien sûr. Mais la France n'existe pas sur les cartes allemandes, je crois. D'ailleurs, la une de Bild, le lendemain de Lyon City, c'était même pas une ode à Rudy Garcia comme ici. C'était pas de Pep en demi-finale. Du coup, le Bayern va démolir Lyon. Je pense que plus clair, on ne peut pas. Oui, en toute humilité. Bien sûr. Attention au Bayern aussi. Attention au Bayern et la surconfiance. Du coup, les gars, on va peut-être passer sur le dernier point. On se fait un petit débat sur le format de cette année. Vous en pensez quoi, le Final 8? En termes de suspense, je pense qu'il n'y a pas mieux. Si on veut donner l'égalité à tous les clubs, non, mais si on veut que chaque club ait une chance et plus de chances de passer un petit face à un gros ou ce genre de choses, je pense que le modèle, c'est le top. En termes de suspense, c'est le suspense maximum. Les matchs, ça va vite. Donc, du coup, c'est un peu comme une petite Coupe du Monde. Je pense qu'en termes de rythme, etc., et puis comme tout se joue sur un match, les équipes calculent moins, on va dire. Et on a souvent des beaux matchs ou des belles deuxièmes mi-temps. Je trouve à ce niveau-là, c'est pas mal. Après, si on prend en compte tous les aspects, que ce soit les aspects économiques, les aspects, le nombre de matchs sur la saison, parce que du coup, si on joue tout sur un petit mois, les joueurs, ils auront plus 3 matchs à jouer par semaine, mais du coup, nettement moins. Donc après, qu'est-ce qu'on va avoir des matchs amicaux internationaux, je sais pas. Donc il manque à gagner, etc. Voilà, c'est pas top. Je pense que moi, c'était la meilleure chose à faire dans une année particulière, mais il faut justement que ça reste particulier. Il ne faut pas qu'on tente ça sur les autres années. Déjà, ça serait beaucoup trop compliqué niveau calendrier et tout, et puis ça dénaturerait complètement l'essence de la Ligue des Champions, qui est déjà bien dénaturée depuis quelques années. Oui, c'est vrai. Et puis globalement, en termes de suspense, on a surtout un suspense sur le dire, et c'est un peu, je crois, le message qu'on fait passer depuis tout à l'heure, c'est sur un match, Lyon, ça peut passer, sur un match, le PSG peuvent se faire avoir contre les petits. Oui, mais finalement, le suspense, il réside un peu dans le petit qui peut bouffer le gros, mais les matchs absolument dantesques qu'on a vécu quand même ces dernières saisons en Ligue des Champions sur les allers-retours, c'était quand même, en termes de suspense, d'intensité, de pression, de tension, des choses qu'on rêverait de revoir. Je crois que les matchs aller-retour ont quand même ce petit plus, là, ce petit extra qui fait que ça, c'est vraiment, comme tu disais, Enzo, l'essence de la Ligue des Champions, ça reste là, ces confrontations à domicile extérieur, c'est magique. Mais on peut remercier quand même les dirigeants de l'UEFA, pour une fois, d'avoir pensé à une idée assez brillante, parce que là, honnêtement, la semaine dernière et cette semaine, on se régale et on va se régaler. C'est jusqu'à dimanche, ça va être incroyable. Si vraiment, j'ai dimanche, ils s'en sortent avec peur 0 cas de Covid. Vas-y. Non, j'ai assez peur parce qu'ils veulent faire leur ligue fermée. J'ai assez peur que c'était plus une année test et c'est plus le modèle qu'ils vont faire sur les années qui vont arriver, à mon avis. J'ai très peur de ça. J'ai vraiment peur de ça.
Parce que en tant que, alors en termes de jeu, ouais, c'est super de voir ça. Mais en tant que supporter, quand tu vas au stade, que c'est ton club, que tu as eu le match aller avant, ou alors que tu sais que c'est exceptionnel. C'est incomparable. Les matchs aller-retour, pour moi, sont incomparables. Même si depuis quelques années, il y a eu des matchs exceptionnels, bien sûr, mais il y a d'autres matchs où, pour le coup, les équipes qui sont à domicile, qui sont réputées plus faibles, elles vont faire que défendre pour pas prendre ce but à domicile qui va tout changer. Mais la Ligue des Champions, c'est les matchs aller-retour, quoi. Bien c'est sûr. Effectivement, après, le projet de Ligue fermée, c'est encore un autre sujet. Effectivement, c'est quelque chose qui, bon, à titre personnel, je crois qu'on partage un peu cet avis-là. Ce serait quelque chose désolant, de dangereux pour le foot, pour les championnats nationaux. Mais bon, il me semble que pour l'instant, l'UEFA garde une certaine forme de raison et la tête froide. Je crois que le président de l'UEFA est contre l'idée telle qu'elle a été proposée par les présidents du Real et de la Juve, parce que c'est eux les deux initiateurs du projet, c'est eux les moteurs de la Ligue fermée, ils la veulent absolument. Maintenant, on a quand même des mecs à l'UEFA. Je crois que Ceferin, c'est un des mecs qu'on entend le moins, mais qui fait un bon travail. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Ouais, qui est assez compétent, je trouve. Il est très compétent et il garde la tête froide, effectivement, sur ces enjeux. Et pour l'instant, le projet de Ligue fermée n'a absolument pas l'aval de l'UEFA, ne l'a jamais eu. Et c'est pas parce que c'est Monsieur Pérez ou le président de la Grande Juve qui propose ça qu'on devrait tous se mettre à genoux et on doit continuer à se battre pour nos championnats nationaux. Oui, la Ligue fermée serait une belle catastrophe pour tous les petits clubs des autres championnats du grand 5 majeur. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Et ça c'est l'essence. On pourra plus avoir ces résumés de match permanents. Pourquoi Lyon a fait 0-0 contre Amiens, etc. Ça serait quand même difficile de perdre ça. Dramatique. Ça serait vraiment, vraiment une grosse perte. Bien sûr. Bon les gars, je pense que là on a fait le tour, non? Ouais, je crois que oui. Ouais. Ok, bah on va pouvoir se quitter sur ça. Allez, merci à tous. Hein. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup les gars. Merci tout le monde pour un prochain épisode. Merci beaucoup. À la prochaine et prenez soin de vous. Après la qualification lyonnaise. Bien sûr, après la finale franco-française. J'aimerais bien avoir la une de Bild s'il y a une finale franco-française. Hein. Je vous promets que... on se Il y aura régale. une grève ce jour-là. Il y aura une grève. Ils n'auront pas de journaux. Bien sûr. Allez, salut à tous. Raymond Domenech pourra louer les mérites de Rudy Garcia. Encore quelques années. Pressenti au Barça peut-être, hein, après cette pour faire l'intérimaire justement. Allez, merci les gars. Ciao. Merci Bonne journée. Mais à plus les gars, merci. Merci à tous et prenez soin de vous. Merci.